On est en train de se garer et il y aura M. Auxerre qui se promène avec moi, c'est ça? Bon, on va les retrouver. Alors, le quorum étant atteint, donc nous allons procéder à l'appel. Martine Matilly présente, Chex Marie-Pierre présent, Le Breton Frédéric présent, et Parolquet Martine présent, Saffort Pierre présent, Combier Marie-Christine présent, Auxerre François qui devrait arriver, Larmande Véronique qui arrive, François Patrick présent. Alors, Bunuc Stanislas qui a donné procuration à François Auxerre, Damani Samira, Bosier Civil qui arrive en retard, Fort Aliran Estelle, Royer et Christian, Roche Patricia, Bouguera Nadia qui est au téléphone dans les couloirs, Permingin Hélène, Marcely Abiba, Sirvan et Yann, Ranchon Denis, Monsieur Davis Christian, Saez Jean-Pierre, Alain Dominique, Steph Julie, elle a donné procuration à Monsieur Christian Lavis, Murcia Antoine qui a donné procuration à Monsieur Jean-Pierre Saez, Pézota Christelle qui a donné procuration à Dominique Alain, qui est Madame Porté-Céline qui s'excuse, qui ne sera pas présente. Donc, Nadia Bouguera est venue, Véronique Larmande qui est là, et François qui est dans son bureau. ah. D'accord. Bon, donc monsieur Auxerre arrive. Alors, sur le point numéro 1, oui. Alors, en préparant ce conseil, je me suis aperçu que la délibération numéro 10 était relativement ardue concernant la taxe d'aménagement local. Et en venant ici, il m'est apparu une idée que je vous soumets. On vient d'entendre que M. le Président de la République vient de remettre le projet de réforme de retraite parce que les conditions n'étaient pas réunies. Et je vous soumets donc l'idée de remettre à cette délibération. Pourquoi? Parce que je trouve cette délibération très technique, avec beaucoup de questions à soulever. Je trouve que c'est une délibération un peu polymorphe, où je ne comprends pas trop les contours de cette délibération donc, qui est soumise, donc, je crois, rédigée par la Draga. Je trouve que c'est une délibération qui aujourd'hui nous met en avant une notion de partager la fiscalité. Moi, je crois que ce sera plus tard un futur impôt comme c'est libellé. Je trouve que c'est une délibération clivante. C'est-à-dire qu'on peut être pour, on peut être contre, mais des fois on va voter contre, alors qu'il suffirait de la réécrire pour qu'on soit tous d'accord dessus. Et tout simplement parce qu'on nous a dit dans l'ordre d'une commission des finances, où on était un peu tous poids, c'était pas simple cette commission des finances, qu'elle était obligatoire. Depuis, je crois que c'est passé facultatif. Exact. Donc je me disais que vu les difficultés techniques, qu'il était urgent d'attendre et qu'il serait de bonne loi que de la remettre et de ne pas céder aux contraintes calendaires de la Draga, de façon à prendre le temps, tout simplement. Voilà, moi je vous soumets ça, on peut la maintenir en débat plus tard, moi je n'ai pas de souci, mais je pense qu'elle va faire, il va y avoir des débats autour de ça, des questions de la loi. Voilà. Madame la maire, je vous laisse juger. Alors, merci Denis. Effectivement, on aborde un sujet sensible, puisque tout ce qui est augmentation, que ce soit sur les taxes d'aménagement, que ce soit sur les impôts, peu importe lequel, et puis c'est un sujet très sensible pour l'ensemble de la population. C'est un sujet qui fait polémique, oui c'est vrai. On avait voté pour un conseil communautaire parce que c'était une taxe qui était dite obligatoire. On s'est dit on va rajouter 2 points et puis ce point sera reversé à la communauté de communes.
polémique puisqu'on en a parlé en bureau municipal, ça a fait polémique puisqu'on en a parlé en groupe majoritaire également. Donc, j'entends, je pense que c'est raisonnable plutôt que de voir. Nous, on avait une date butoir quand même qui était au 31/12 par rapport à une réponse à donner en conseil communautaire, qui a été votée. De toute façon, le conseil communautaire en était pour, mais maintenant, il fallait délibérer aussi dans les communes. Je sais que toutes les autres communes, je crois qu'on est la dernière à délibérer, ont voté pour cette taxe, sauf Saint-Marcel-d'Ardèche. Et voilà, alors hein, Saint-Marcel-d'Ardèche, pardon, je dis Saint-Martin. D'accord, je me suis trompée. Donc, je soumets, je laisse la parole à qui veut bien la prendre pour savoir si on remet ou pas. S'il y a des commentaires là-dessus. Est-ce que vous souhaitez... Oui. Oui, je rejoins à 100% ce qu'a pu dire Denis Mélenchon, qui avait exprimé déjà effectivement en commission finance. C'est vrai que depuis la commission finance, le caractère facultatif en plus, on est revenu à la situation antérieure, parce que c'est ce qui existait auparavant qui est revenu. C'est le Sénat qui a obtenu cette modification à juste titre. En fait, on a trois possibilités. C'est soit on vote la délibération à l'identique de la communauté de communes, soit on vote une délibération amendée, donc avec une autre proposition de répartition, soit on ne vote pas, on reporte avant le 31 décembre. Dans les deux derniers cas, ça veut dire que ça ne s'appliquera pas, puisque il faut une délibération concordante avant le 31 décembre. Avant le 31 décembre. Je l'avais dit aussi en conseil communautaire, je pense qu'on était en une application différée, c'est-à-dire qu'une partie applicable dès le 1er janvier 2023 et une autre partie applicable le 1er janvier 2024. C'est ça. Je pense qu'effectivement, il serait tout à fait utile de reprendre le temps de la discussion et du fait que c'est volontaire, ça changera peut-être un peu la donne et ça libérera les possibilités de négociation au niveau des différents maires au sein du conseil des maires de la Draga. Je pense qu'il y a une bonne instance pour faire les propositions. Sur le fond, encore une fois, c'est pas parce que ça redevient facultatif que je serais contre le principe même. C'est vrai qu'on est sur une communauté de communes qui est très intégrée, qui a beaucoup de compétences. La taxe d'aménagement est faite pour financer une partie du coût des nouveaux habitants qui arrivent sur la commune, donc ça a de l'impact sur les écoles, ça a aussi de l'impact sur les crèches qui sont des équipements intercommunaux. Voilà, un certain nombre d'exemples comme ça. Donc, une petite répartition, voilà, je trouve une répartition plus simple, du style 20% pour la Comcom et 80% pour la commune. Moi, ça me paraîtrait beaucoup plus logique que de mettre des points. En plus, on avait vu, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là ce soir, mais en commission finance, l'absurdité qu'il pourrait y avoir à ce que ce soit la commune qui fixe le taux de la taxe d'aménagement sur les zones économiques et la communauté de communes qui perçoit 100% du produit. Voilà. Oui, Voilà. on n'est pas d'accord là-dessus. Voilà, donc avec le fait de dire, voilà, puisque c'est la commune qui perçoit, autant que la commune fixe un taux très faible. Donc on voit bien les limites de ce système-là. Donc effectivement, moi je pense que le plus raisonnable, c'est de reporter la délibération, de s'en expliquer auprès de la communauté de communes, parce qu'il faut aussi pour que ce soit juste, il faudrait que la communauté de communes retire sa délibération, abroge sa délibération, parce que sinon elle va s'appliquer quand même sur les autres communes. Pas parce que nous, ça va s'appliquer sur les autres communes qui ont voté pour. Donc là, il y a un conseil communautaire jeudi. Normalement, ça ne se fait pas d'ajouter une délibération en dernière minute, mais je pense que si tout le monde est d'accord et il n'y aura pas de recours là-dessus sur la délibération qui sera adoptée pour abroger, je crois qu'il serait sage si effectivement vous actez le fait de ne pas délibérer au niveau de la commune, de solliciter la présidente de la communauté de communes pour qu'elle abroge la délibération de la communauté de communes pour que le régime soit le même aussi sur toutes les communes. Moi, je vais aller plus loin que ça, c'est-à-dire que je vais proposer aussi un travail collectif, c'est-à-dire qu'avec l'ensemble des élus qui sont ici, pas que les maires ni autres, c'est quand même quelque chose qui engage la collectivité et que ce soit fait avec l'ensemble des élus qui sont ici autour de la table pour qu'on puisse tous se mettre d'accord et prendre une décision. Ça va impacter, c'est sûr, après, pour les jeunes ménages ou les autres qui vont venir s'installer sur la commune.
Donc, on reporte cette délibération. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je voudrais le mettre au vote quand même. Hein, si, donc, Est-ce qu'on fait quand même une explication ou pas du tout? Pour que tout le monde soit au même niveau de... je pense qu'on a largement expliqué ça. Ah oui, On l'a- oui. oui. Bon, Mais vous savez que vous avez expliqué aussi à votre groupe. Ah, c'est très clair, c'est tout. Voilà. Donc, si c'est très clair, alors ça va. donc on met au vote qui est pour abroger et puis reporter pour que la communauté de communes ait bien l'unanimité. Merci. Merci M. Ranchon. Donc il va falloir avertir, que je puisse avertir la présidente dès ce soir. Ok. Alors, avec tout ça, nous avons l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. Donc bienvenue à Aviva Marceni. Suite à la démission de Laurent Bureau qui est parti, puisque maintenant il est à 2 heures de route à peu près d'ici, et qui ne peut plus être parmi nous, même ne serait-ce qu'avec les conseils municipaux, et puis par rapport à son activité professionnelle, il y avait pas mal de déplacements aussi. Donc suite à Laurent Bureau, il y avait M. Pézota, qui M. Pézota a déménagé aussi, il se trouve dans les Cévennes maintenant. Donc celle qui suivait, c'était Aviva Marceni, donc bienvenue à Aviva. Alors, donc sur le point 2, désignation de membres du conseil municipal au sein de commissions municipales suite à l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. Donc, par délibération du 13 octobre 2020, les commissions municipales ont été formées, leurs membres désignés. Alors, commission urbanisme, patrimoine, tourisme, un siège à pourvoir. Donc, proposition Aviva Marceni. Alors, ce que je voulais faire, c'est on va peut-être éviter, si vous en êtes d'accord, on va voter à main levée. Sinon, on est obligé de. Est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée? Oui, monsieur Saez. Et juste pour le point 1, l'information concernant l'installation de Madame Marceni, les élus de l'île au cœur tiennent à saluer son arrivée. Merci, c'est gentil. Et donc, on précise aussi que, comme les installations précédentes, nous ne prendrons pas part au vote du propos suivant, Oui, parce qu'en fait, c'est un interne. tout à fait, mais je savais que vous alliez me dire ça. Voilà, donc Il n'y a pas de souci. Donc, commission urbanisme, patrimoine, tourisme, siège à pourvoir, donc proposition Aviva Marceni. Est-ce qu'on peut voter? On va voter pour l'ensemble ou non, à chaque commission. Donc, qui est pour? Allez, à la majorité. Qui s'abstient? Donc, vous abstenez sur toutes les... D'accord. Commission éducation, enfance, jeunesse, siège à pourvoir, proposition Aviva Marceni. Qui est pour? À la majorité. Commission sport, vie associative, siège à pourvoir, proposition Aviva Marceni. Qui est pour? À la majorité. Commission sécurité, travaux, voirie, transport, eau et assainissement, déchets, cimetières, un siège à pourvoir, proposition Aviva Marceni. Qui est pour? À la majorité. Donc, Aviva, il y a du travail. Donc, on passe au point 3 et 4. Alors, les délibérations 3 et 4 n'ont pas lieu d'être car le conseiller qui a démissionné est remplacé automatiquement par la personne qui suit l'ordre chronologique sur la liste telle qu'elle a été votée au moment de la constitution de la CAO et de la DSP. Donc ici, dans ce cas présent, ce sera donc Hélène Perminja qui remplacera Laurent Bureau dans ces deux commissions. C'est bon, Hélène? Bon. Modification du règlement intérieur. Alors, nous sommes sur le point numéro 5. Alors, suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2021-1310 et son décret d'application 2021-1311 du 7 octobre 2021, prise en application de l'article 78 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale
et à la proximité de l'action publique, il est nécessaire de modifier l'article 36 et le chapitre 4. Il convient par ailleurs de modifier aussi le chapitre 5. Et donc, Vivier Aucœur a présenté 2 amendements que je vais vous laisser la parole pour nous les présenter. Monsieur Allais. Oui, Madame la maire, enfin nous y voilà. Et ça fallu du temps. Oui, ça a pris du temps. 18 mois, effectivement, après que le tribunal administratif a enjoint la commune de revoir son règlement intérieur dans un délai de 3 mois initialement. C'était demandé, afin de prendre en compte la page Facebook de la ville pour l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale. 15 mois après que vous étiez engagé en séance du Conseil, Madame la maire a réuni un groupe de travail avant la fin de l'année 2021 pour réécrire les articles concernés du règlement intérieur. 12 mois après que je vous ai fait parvenir un projet de rédaction ne voyant venir ni proposition ni réunion. 7 mois après que Christian Ladis a saisi le préfet sur l'absence d'exécution des décisions de justice. Et enfin, 2 mois et demi après que le tribunal administratif vous a transmis une demande d'exécution de la décision suite à notre requête. Alors, du respect du délai initial de 3 mois imposé par le tribunal, il n'y a pas eu. Le respect de votre engagement pris en septembre 2021. Moi, j'aimerais bien que vous lisiez l'amendement que vous m'avez donné, monsieur. J'y arrive. Voilà, donc, parce que tout ce préambule n'était pas dans votre amendement. Non, mais ça fait partie des débats. Ça fait partie des débats. Donc, de votre engagement pris en septembre 2021 de réunir un groupe de travail et de revoir rapidement cette question, il n'y a pas eu non plus. Mais notre ténacité n'a d'égal que votre obstination à vouloir nous priver de nos droits, pourtant garantis par le Code général des collectivités territoriales. Alors, dans le nouveau règlement que vous nous proposez, il est prévu une possibilité d'expression pour les élus n'appartenant pas à la majorité municipale, à raison d'une fois tous les 3 mois et uniquement textuelle. Or, une page Facebook n'est pas un journal papier et constitue un média dynamique qui permet des publications régulières de l'équipe municipale à un rythme soutenu, près de 650 sur les 12 derniers mois, même si toutes ne concernent pas les réalisations du conseil municipal au sens des dispositions de l'article 21-27-1 du CGCT. Ces publications sont par ailleurs systématiquement illustrées d'une ou plusieurs photos. Aussi, nous vous proposons au conseil municipal d'adopter 2 amendements. Le premier a pour objectif de permettre une expression tous les mois au lieu d'une tous les 3 mois, ce qui ne ferait que 12 publications par an, un équipe majoritaire en publie plus de 12 par semaine en moyenne. C'est à peu près dans le même rapport que l'espace laissé au sein du journal papier. Le deuxième amendement a pour objectif de permettre une expression conforme à la nature du média utilisé en autorisant en illustration de l'article une photo tenant compte qu'aucune raison pratique ou technique ne l'empêche, contrairement à l'espace contraint d'une publication papier. Ok. Alors, la page Facebook de la collectivité n'a jamais été une page politique, à proprement parler. C'est une page d'information et de retour sur l'actualité de la cité, ce qui correspond à notre ligne éditoriale. Jusqu'à ce jour, l'expression de l'opposition se fait régulièrement sur le bulletin municipal et le site internet de la ville. Cette page Facebook ne doit pas être une tribune politique susceptible d'entraîner des polémiques. Vous avez une page Facebook Vivier Aucœur, où vous communiquez déjà fort allègrement, où tout le monde peut voir vos photos, vos commentaires et vos activités. Pour rappel, nous vous avons donné autant d'espace d'expression libre que les autres groupes politiques dans la tribune de l'Écritoire et sur le site de la ville. Désormais, une fois par trimestre, les 3 groupes politiques de la collectivité auront la possibilité de s'exprimer sur la page Facebook de la commune, s'ils le souhaitent. On estime que la périodicité proposée est suffisante. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre votre amendement. J'ai quand même une petite question. Quel espace sur le Facebook de la commune avez-vous laissé à l'opposition précédente? Donc, nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Non, c'est trop tard, ça avait été voté, monsieur Lavis. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, à la majorité. Donc, vous avez proposé un deuxième amendement aussi sur le projet de règlement concernant aussi d'y mettre des photos. Là, c'est pareil.
vous avez des Facebook politiques, vous allez me citer dans le coin ou en Ardèche quelle est la commune qui laisse une page d'opposition, une page Facebook, une place sur la page Facebook de son opposition, je ne sais pas, mais à un moment donné, ça devient très compliqué si on politise la page Facebook de la collectivité. Donc, Madame la maire, il ne s'agit pas de politiser une page Facebook, hein. Il s'agit que quand une page Facebook est utilisée, et on comprend, pour rendre compte des activités de la municipalité, de la réception de tel élu, tel préfet, de la mise en avant de l'inauguration, de tel équipement, etc. Ça fait partie de l'action municipale. Et à chaque média qui rend compte de l'action municipale, que ça vous plaise ou non, les droits des élus minoritaires sont garantis par le CGCT. Et ils ont droit à un espace. Il y a une jurisprudence, je vais dire abondante, c'est pas vraiment clair, mais plurielle en tout cas sur l'expression de la page Facebook. Après, effectivement, peut-être que peu d'opposition le demandent parce que souvent ils ne le savent pas. Sinon, vous allez être les précurseurs. J'irai voir à 2 heures, je vais me former. On n'est pas les précurseurs, puisqu'il y en a d'autres qui se font. Et d'ailleurs, la proposition que j'avais faite en décembre dernier tenait compte justement de ce qui s'était mis en place dans une commune où il y avait aussi eu un recours au tribunal administratif et où aussi le tribunal avait donné raison. Voilà, donc après, effectivement, il y a la responsabilité de chacun du contenu de ce qui est publié. Mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas ailleurs, à partir du moment où c'est prévu par le texte, ça doit se faire, c'est normal, c'est un dommage qu'on ait à saisir le tribunal administratif pour le faire. C'est dommage d'avoir dû attendre après cette décision du tribunal administratif 18 mois pour que ce soit mis en œuvre. Vous avez gagné, mais il y a un moment où effectivement il faut appliquer. Donc voilà, je sais bien que vous le faites contraint et forcé, mais voilà, c'est un droit, vous en défaites. D'accord. Donc pour le point, l'amendement numéro 2, donc qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, à la majorité, je vous remercie. Donc nous passerons concernant le reste. Donc maintenant il faut voter la délibération concernant tous les changements qu'il y a eu sur. Vous avez tous reçu la note concernant le rafraîchissement du règlement intérieur. Est-ce qu'il y a des questions particulières là-dessus? Juste pour vous dire que comme nos amendements n'ont pas été retenus, nous abstiendrons. D'accord. Donc pour les autres membres, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, à la majorité, je vous remercie. Donc on passera au point numéro 6, approbation de la prise de compétences éducation musicale, et je laisse la parole à Marie-Pierre Schex. Vas-y, toi, appuie là. Voilà, c'est bon, arrête pour la pluie. Alors en fait, le syndicat Ardèche Musique et Danse va être dissous fin 2023. Et donc pour cela, les communautés de communes vont prendre la compétence. Donc c'est ce qui s'est passé pour la FAGA. Et donc je vous donne la délibération, parce que chaque commune doit elle-même prendre une délibération. Alors, conformément à la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République Nord et du Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 5217, L 5 2220 et L 5214-16, suite à l'avis favorable de la Commission culture de la CC Draga en date du 11 octobre 2022 et à l'avis favorable de la Conférence des maires en date du 20 octobre 2022, suite à la délibération du Conseil communautaire du 10 novembre 2022 relatif à la modification des statuts de la communauté de communes du Rhône de l'Ardèche, il est proposé d'approuver la modification des statuts de la CC Draga pour la prise de compétences éducation musicale. Un projet de délibération, donc vu la loi, on a déjà vu. Ensuite, donc voilà, donc je rappelle que nous avons décidé
En effet, le transfert sera acté uniquement si le recueil d'avis favorable du conseil communautaire et des 2 tiers des communes représentant la moitié de la population ou l'inverse, ainsi que celui de la commune dont la population est la plus nombreuse. Lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée, on renvoie de l'article L. 5211-17 à l'article L. 5211-5 du CGCT. Comme pour le conseil communautaire, on vote à la majorité simple et requis au sein de chaque conseil municipal. Chaque conseil disposera d'un délai maximal de 3 mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de la communauté. À défaut de cette délibération prise par une commune, son avis sera réputé favorable. Un arrêté préfectoral viendra ensuite entériner cette modification statutaire. Mais donc, je vous demande d'approuver la prise de compétence pour ND. Qui est contre? Oui, je le soutiens. Donc, nous nous réjouissons de cette prise de compétence par qui va permettre de pérenniser l'école de musique sur la commune, dont l'existence a été compromise à court terme puisque le fonctionnement au travers du syndicat départemental est arrivé à bout de souffle, tandis que les communautés de communes ont pris de l'ampleur. Dans le département, ils sont devenus plus à même de prendre en charge cette compétence en proximité. L'un des défauts du conservatoire départemental était en effet son éloignement des centres décisionnels des communes en partant de la manque de communication. La gestion à l'échelon intercommunal doit permettre non seulement de poursuivre ce qui existait, en veillant à garder la qualité de l'enseignement dispensé, mais aussi de développer le nombre d'enfants qui pourront découvrir et pratiquer l'art musical. Oui, je sais qu'à Vivier, on a quand même 47 enfants à l'école de musique, dont 20 000 enfants. Donc ça permettra peut-être de développer davantage. Ouais, et l'école de Vivier, c'est celle qui a le plus d'effectifs. Voilà, tout à fait. Voilà, donc on va passer au vote. Donc qui est contre? Il s'abstient personne, donc unanimité. Merci, je vous remercie. Alors le point numéro 7, c'est acquisition de terrain aux élus. Madame Armand Marion a fait part de son souhait de céder à l'euro symbolique la parcelle 6 au lieu-dit des Élis, quartier Mathieu, cadastrée AD 63 d'une superficie de 225 m², dont elle est propriétaire. Alors, il est donc proposé au conseil municipal de décider cette acquisition dans le but d'aménager, c'est-à-dire de prolonger un parking dans le prolongement de celui qui est existant. Et en contrepartie, donc bien entendu que ça va rendre service à tous les habitants qui sont aux alentours. Et la municipalité s'est engagée à donner le nom du père de Madame Armand qui nous fait cadeau de cette parcelle de terrain. Est-ce que vous avez des questions? Donc ça il y a eu l'avis favorable à la commission urbanisme du 16 novembre dernier. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc à l'unanimité, je vous remercie et ça fera plaisir aux habitants des élus. On continue avec une session d'un délaissé de voirie et passe Joseph Roux. Donc M. Guillaume Dantard a contacté la commune en vue de l'acquisition d'un délaissé de voirie ne présentant pas d'intérêt pour la commune, servant de chemin d'accès à sa propriété. Il est précisé que ce délaissé de voirie d'environ 120 m², en partie goudronnée, est actuellement entretenu par M. Guillaume Dantard pour la partie qui jouxte sa propriété. Toutefois, le futur acquéreur devra s'engager à entretenir et à ne pas clôturer cette partie afin de laisser libre accès aux véhicules de secours pour y faire un demi-tour. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal cette cession pour un montant de 3 000 €, soit 25 € le mètre carré, les frais de géomètre et d'actes demeurant à la charge de l'acquéreur. Ça a reçu l'avis favorable également à la commission urbaine du 16 novembre 2022. Juste, il y avait des soucis aussi, puisque sur cette partie de terrain qui a réceptionné les eaux pluviales, il y avait des travaux à réaliser pour éviter que justement la propriété de ce lieu soit complètement inondée. On
On a fait faire une évaluation de ces travaux qui se montait à peu près à 20 000 euros. Donc c'est pour ça que le prix des domaines était légèrement supérieur à 3 000 euros à la vente du terrain. Je crois qu'on était dans les 6 000, 6 500 euros, donc on a fait une cote mal taillée. Mais c'est M. Bigoud qui prend à sa charge les travaux concernant le mur pour éviter d'avoir toutes ces inondations. Donc nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 9, institution de la déclaration préalable pour les travaux de ravalement de façade et de rénovation de clôture. Alors je sais que ça avait on avait un petit peu discuté en commission, mais le décret 2014-253 du 27 février 2014 entraînait la disparition de l'obligation de déposer une demande pour certains travaux réalisés en dehors du périmètre du site patrimonial remarquable dans le SPR, du champ de visibilité des monuments historiques et des sites inscrits. Or, la question des teintes utilisées pour les façades dans le cadre d'un simple ravalement d'une mise en peinture suscite la plupart du temps débat, raison pour laquelle il est nécessaire de conserver un droit de regard sur les ravalements de façade et la rénovation de clôture. En effet, les communes peuvent décider de soumettre tout ravalement de façade au dépôt d'une déclaration préalable, que cela modifie ou non l'aspect extérieur du bien, ainsi que pour la rénovation de clôture. Pour rappel, la déclaration préalable s'impose si le bien est situé dans un SPR ou espace protégé, par exemple aux abords d'un monument historique. Les travaux, même sans modification extérieure, sont soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, dont les prescriptions du SPR doivent être respectées. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de soumettre les travaux de ravalement de façade ainsi que la rénovation de clôture à déclaration préalable sur l'ensemble du territoire communal non protégé au titre du SPR ou du champ de visibilité des monuments historiques ou des sites inscrits, tout en respectant le règlement des différentes zones du PLU. Est-ce que vous avez des questions dessus? Oui. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui sera sur Haute-Rive, Porrière, qui refait sa façade, devra demander devra faire une déclaration? Oui. Parce que on a eu le cas de deux maisons dernièrement où les voisins n'étaient pas du tout d'accord par rapport à ce qui a été fait et il y a eu un peu n'importe quoi de fait sur les clôtures notamment et sur la couleur de la façade. Oui, mais est-ce que c'est le rôle de la mairie de toujours arbitrer des conflits comme ça de voisinage? C'est-à-dire que peut-être pour 2-3 personnes, on met en place une machine assez lourde où il faudra sans arrêt faire des papiers. Je suis au moins assez mitigé, moi, sur cette obligation. Ce que c'est plus personnel, hein, ce que je trouve, c'est qu'il est dans l'air du temps que d'infantiliser les gens. Il y a 2 ans, on a mis en place le pass sanitaire parce qu'on voulait nous baliser pour nous dire vous n'êtes pas assez intelligent pour aller vous faire vacciner, vous allez y aller de force. On nous a fait le coup il n'y a pas longtemps que pour Macron et ses consoeurs mettre un col roulé pour nous expliquer comment se change moins. Et puis il y a le slogan je passe, je baisse ou je ne sais pas quoi. Et puis maintenant, il va falloir déposer une déclaration pour que la mairie arbitre en disant c'est la bonne couleur, vous pouvez y aller. Je suis mitigé. Je vais m'abstenir, je ne peux pas voter ça. C'est assez compliqué dans le périmètre, si vous regardez, de rajouter ça dans les montagnes, etc. Alors, qui veut s'exprimer? Oui. Je trouve très surprenant que Pierre Saffort, qui est adjoint à l'urbanisme et au patrimoine, ne soit pas le rapporteur de cette délibération. Alors, M. Saffort n'est plus adjoint à l'urbanisme et au patrimoine. Nous avons changé les délégations, les affectations. Donc, M. Saffort, si vous voulez donner votre nouvelle délégation, qui est marquée d'ailleurs sur son... Mais nous n'avons pas voulu arrêter à ce sujet, nous n'avons pas fait de communication. Ah, si, il y a eu une décision. Vous avez fait une communication? Si. Il n'y a pas d'arrêté sur la borne, on a encore vérifié avant. Ah,
Les arrêtés ne sont pas sur la borne, ils ne sont pas sur le site internet. Normalement, maintenant, tous les arrêtés doivent être sur le site internet de la commune. Donc, comment on fait pour savoir? Monsieur Alain, je ne remplis pas non plus les bornes, ni je vais vérifier. Alors, je vais m'adresser à mon DGS. C'est juste qu'on a eu on a pris la foudre il y a quelques temps, on a eu du coup tout à griller et on a eu des problèmes techniques pour mettre les documents sur la borne et sur le site. Voilà, donc c'est pour ça que ça n'a pas été mis dessus. Mais il y a le tampon du contrôle de légalité, il n'y a pas de... Bon, est-ce que c'est réparé maintenant? Pas complètement sur la borne, non. Bon, monsieur Alain, je vous enverrai un SMS pour vous dire quand est-ce que ça sera réparé sur la borne pour pouvoir mettre à jour. Donc, Et qui donc a cette délégation urbanisme patrimoine? Madame le maire. Et le patrimoine, c'est monsieur Auxerre. On a fait un sort hier. On a fait Un sort. un sort? Ah, d'accord, je ne sais pas. Pierre, on a fait un sort? Alors, les délégations sont données et reprises par Madame le maire, donc voilà, c'est sa responsabilité. Par ailleurs, on n'a pas exactement le même point de vue sur la façon d'opérer concernant le patrimoine, c'est aussi une question humaine, et si elle préfère donner le patrimoine à François Auxerre, voilà, je dirais que c'est moi. Sur donc, la nouvelle délégation qui me concerne, qui est donc la transition écologique du cadre de vie, je pense que ce n'est pas pour autant une délégation mineure, parce qu'on voit bien que c'est un problème profond de survie de l'humanité, auquel on est confronté avec la crise écologique, et principalement, c'est ce qu'on peut voir actuellement, c'est-à-dire la crise climatique. Donc, à l'échelon communal, c'est un échelon justement sur lequel on peut agir complètement, même si ça a été limité, même si on peut des places rapidement. Et c'est ça que j'ai fait. Alors, je voudrais quand même rajouter, Pierre, parce que là, j'apprends que c'est pas Madame le maire qui donne, qui enlève, ça a été largement discuté. Et tu sais très bien qu'il y a eu, il y a quand même eu d'autres soucis, et ce n'est pas François Auxerre. Je n'ai pas décidé de donner cette délégation à François Auxerre. Donc, c'est pas du tout comme ça que j'aurais bien aimé que tu présentes la chose. Mais bon, c'est pas grave. Je veux dire simplement, légalement, c'est le maire de l'organisation. Oui, sur papier, oui, tout à fait. Probablement peut-être à la délibération, non? Oui, exactement. C'est ce que je vais faire tout de suite. Oui, voilà. Ouais. Oui, parce que franchement, vous n'êtes pas en commission urbanisme, mais j'ai dit à peu près la même chose que vous. Pour moi, cette délibération est inutile, elle peut même être contre-productive, je pense. Elle est inutile parce que les règles qui sont définies dans le flux s'imposent déjà. Ce n'est pas parce qu'on oblige à déposer une déclaration préalable qu'on va être tenu de respecter le choix des teintes autorisées par le flux pour les façades ou les natures de clôture. Les règles du flux, elles s'appliquent pour tout, que la déclaration préalable du permis de construire soit indispensable ou non. Et cette nouvelle obligation, elle ne va rien apporter, si ce n'est de la lourdeur administrative, des CERFA qui peuvent effrayer la plupart des citoyens, et au-delà de ça, la charge de travail à la fois pour le personnel communal en charge de l'instruction et le personnel intercommunal en charge de l'instruction. Voilà, je ne sais pas quel est les différents qui passent les uns et les autres, donc je ne vais pas pouvoir vous dire des chiffres, mais voilà, c'est un minimum de plusieurs dizaines d'euros, si ce n'est plusieurs centaines d'euros, le coût global d'instruction d'un dossier d'urbanisme. Pour moi, il suffirait simplement de rappeler les règles de manière générale dans le bulletin municipal pour une bonne information de tous, voire de manière particulière une personne concernée lorsqu'une de ces règles n'est pas respectée, et de lui rappeler ses obligations. On a eu effectivement un décret en février 2014 qui est venu simplifier les démarches, qui avant c'était obligatoire, ça ne l'est plus depuis. C'est dommage de réintroduire quelque chose, c'est dommage de faire simple. On a entendu, donc François. Moi je vais demander je peux en venir. Ah, je vais vous ai fini. Non, vous êtes en pleine phrase. Je veux dire, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Voilà, non, juste pour terminer, en fait, je voudrais paraphraser Georges Pompidou. Georges Pompidou qui s'est adressé à un jeune énarque nommé Jacques Chirac, qui lui a apporté d'énormes parapheurs pour la mise en place de nouvelles réglementations
qui lui a dit arrêtez donc d'emmerder les Français, je dirais, arrêtez donc d'emmerder les Livards. 1966. C'est vrai. Donc, Moi, je réponds précisément en 2 mots, puisque vous avez donné vous-même l'argument pour lequel cette délibération est proposée. C'est simplement mettre un garde-fou en place de manière à éviter des débordements et des aménagements qui se font n'importe comment, n'importe où, n'importe quand, et qu'on découvre après coup. Donc, on rappelle effectivement à l'occasion de la déclaration préalable des travaux quelle est la réglementation en vigueur, parce que, contrairement à ce que vous dites, je doute que l'ensemble du Vivarois lise les publications et les réglementations avant de penser à faire quelque chose. Donc, c'est au moment où ils demandent l'autorisation qu'on leur dit effectivement, voilà, les limites qu'il ne faut pas dépasser. Je crois que ce n'est pas plus grave que ça. Oui, sauf que s'ils ne disent pas l'écritoire dans lequel on rappellerait les règles, ils vont encore moins savoir qu'il faut faire une déclaration préalable. Parce que personne ne va leur dire, et que quand on regarde sur Internet, il faut bien chercher pour savoir que, ah oui, peut-être que dans certaines communes, vous devez être amené à. Donc, et je vais vous dire, à Viviers comme ailleurs, les gens aussi, ils oublient de déclarer les constructions, les extensions, les permis de construire. Il y en a combien? On est en train de redresser là en ce moment. Donc les déclarations de piscine, les déclarations de permis à 80 mètres carrés, où il y a 240 mètres carrés qui ont été construits. Ils habitent Viviers, ces gens-là. Ils savent très bien que quand on construit 240 mètres carrés, on n'a pas un permis, vous voyez. Donc on s'occupe de tous ces dossiers-là. Donc voilà, alors ne me dites pas que quand oh mon Dieu, on a fait un abri, on ne savait pas qu'il fallait. Oh mon Dieu, mais je vous incite comme ça pas mal d'anciens dossiers qui vont ressortir, qui vont ressurgir prochainement. Justement, moi je propose de sanctionner ces gens, rectifier ces gens, n'allons pas ennuyer, emmerder, pour reprendre la phrase de Pompidou, la collectivité, pour de combien de dossiers de voisinage on parle à l'année, de combien de dossiers comme ça, ou en gros combien de CFA pour régler quoi, de litiges. Je propose, je mets au vote. Après, si ça fait pas l'unanimité, il n'y a pas de souci. De toute façon, dans le PLU, étant donné qu'il va être bientôt le PLUIH, on pourra le mentionner, regarder par rapport peut-être à un nuancier ou autre, pour éviter d'avoir des murs rouges, verts et bleus, notamment. Et surtout dans les clôtures. L'argument auquel je serais sensible, c'est quand même la charge de travail pour le personnel. Parce qu'effectivement, je connais la situation du service et je me dis que ça peut quand même aggraver encore la situation. Alors c'est vrai que je suis très en balance entre les deux. Voilà. Si tout le. Alors je sais pas, on va le mettre au vote, après vous chacun aussi, on peut retirer aussi cette délibération. Il n'y a pas de souci pour moi, donc. Frédéric ? Moi, je pense qu'en effet, il faut réfléchir à retirer cette délibération pour le moment, parce que je dirais les avantages et les inconvénients sont patents, et je ne suis pas sûr que les avantages dépassent les inconvénients. En l'occurrence, je crois qu'on va en effet gérer beaucoup d'administration pour très peu de cas. Par contre, je te rejoins, Martine, sur le fait qu'il y a beaucoup d'infractions et avec un sens de respect de des règles de l'urbanisme et qu'il faut les sanctionner plus sévèrement. Ça l'est fait aujourd'hui. Mais je ne pense pas que ce soit par l'autorisation préalable des travaux on réglera le problème au moins. Vous êtes OK, on retire la délibération? Allez. Alors, finance. Donc, le point 10, il a été retiré, ça va nous faire gagner du temps. Et le point 11, budget principal, décision modificative numéro 1. Je laisse la parole à Frédéric Le Breton.
Donc on arrive sur la fin d'année et bien sûr, de temps en temps, avec des modifications budgétaires, en l'occurrence cette nouvelle délibération qui va essayer de résoudre le problème posé par les augmentations importantes sur le chapitre 12 en termes de dépenses qui se sont produites sur l'année. Donc je reprendrai en termes de causes d'augmentation, bien sûr l'augmentation du point d'indice qui a été mise en place au 1er juillet 2022, le remplacement d'arrêt de travail qui n'était pas budgété, et particulièrement un agent en restant en service qui est absent toute l'année, ce qui est évidemment difficile à mettre dans un budget. Le retour d'un agent suite à une longue maladie, qui n'était lui aussi pas prévu initialement, remplacement d'un agent à temps partiel de la petite commande. Donc, nous avons dû aussi faire appel à des refonds anticipés d'agents à temps partiel et, pour la petite histoire aussi, des factures de 2021 d'agents intérim qui n'ont pu être comptabilisées en 2022 suite à des fautes d'engagement. Donc, nous avons les crédits, bien sûr, qui couvrent qui sont la conséquence directe de tous les arrêts maladie que je vous ai cités tout à l'heure. Et ces crédits peuvent permettre de couvrir cette modification budgétaire au niveau des dépenses, avec des remboursements d'assurance maladie, voici un service qui est bien plus élevé qu'il n'avait été budgété, et remboursement d'une formation suite à l'application d'un accord qui est un produit non attendu également. Voilà. Alors je passerai justement pour dire les différences entre le réalisé professionnel, des parts salariales de tickets restaurants, lorsqu'ils ne représentent pas grand-chose, ils vous ont été indiqués pour être complets par rapport aux lignes budgétaires qui vont être touchées. Mais voilà, donc il est clair que il est proposé au conseil municipal d'adopter cette décision modificative numéro 1, puisque c'est la première, en reprenant les mouvements de crédit qui sont indiqués dans le texte de la délibération. Voilà. S'il y a des questions, des remarques. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait s'inquiéter de la hausse de 100 000 € du chapitre des dépenses de personnel, mais on regarde les explications de la technologie, du fait qu'on a 85% de cette somme qui est compensée par les remboursements sociaux de personnel. Nous voterons cette décision modificative. On a toutefois une inquiétude, je ne sais pas si vous avez déjà la réponse ou si vous avez déjà des éléments de réponse, c'est sur le risque de douche froide que la commune va avoir au moment de recevoir une nouvelle proposition d'assurance statutaire, parce que si effectivement il y a des remboursements d'assurance importants, c'est bien au moment où on les encaisse, mais généralement ça se paye et ça se paye souvent cher sur les cotisations des années suivantes. Donc est-ce que l'assureur va continuer à assurer, parce qu'il y a beaucoup de communes qui n'ont plus d'assurance statutaire, parce qu'ils se regardent complètement. Donc, et si c'est le cas, est-ce que la cotisation reste à un coût raisonnable? Alors, nous n'avons pas encore les éléments correspondant à son coût futur, mais il est clair que le coût sera à assumer et à être introduit dans le budget 2023. Pour aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus tant que la négociation n'est pas acquise avec notre partenaire. S'il n'y a plus de commentaires, suggestions, on va procéder au vote. Qui vote contre cette délibération? Qui vote s'abstient? Et qui vote pour? Merci. Alors nous passons au point 12, modification du tableau des effectifs communaux. Suite à la réunion du comité technique du 29 novembre 2022, il a été supprimé les postes suivants à partir du 1er janvier 2023. Adjoint administratif principal de 2e classe, un poste à temps complet. Un animateur principal de 2e classe, un poste à temps complet. Et un adjoint technique principal de 2e classe, un poste à temps non complet à 29/35e. Par ailleurs, il est nécessaire de créer le poste suivant à partir du 1er janvier 2023,
adjoint administratif, un poste à temps complet. Ainsi, afin de donner une meilleure visibilité aux élus, le tableau complet des effectifs des emplois permanents sera repris dans la délibération et il était annexé donc à votre communication. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Oui. Oui, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le tableau complet. Seulement, dans la formation que vous nous donnez, ce sont les grades qui sont supprimés. On ne sait pas exactement quels sont les emplois auxquels ils correspondent. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était l'emploi des postes supprimés, quel est celui? Oui, alors, adjoint administratif principal, c'était service éducation jeunesse, c'était le responsable. Animateur principal de deuxième classe, le deuxième poste à temps complet, c'était quelqu'un qui travaillait moitié sur la compta, moitié au service RH. Et l'adjoint technique principal de deuxième classe, c'est suite à NDC, c'est une personne qui était au gymnase. Voilà. Et donc l'emploi créé? Alors l'emploi créé, c'est une personne à l'état civil, à l'accueil à l'état civil. D'accord. Et donc oui, au gymnase, j'ai vu que donc, effectivement le gardien c'est le majeur. Oui, oui, oui. Il est en contrat, c'est un contractuel. Il est contractuel. Ouais. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. On passe au point 13, ce sont les indemnités d'astreinte administrative des agents de la collectivité. Alors, en fait, on a eu des week-ends suivis de jours fériés, voire de repos. C'est surtout et principalement par rapport au décès. Heureusement que les personnes de l'état civil, il y en avait une qui était présente et chaque fois elle se déplaçait, on l'appelait, elle se déplaçait, puisqu'on ne pouvait pas attendre 3 à 4 jours après le décès pour pouvoir déclarer et faire toute la procédure funéraire. Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises, parce que cette année, on a eu des ponts après les week-ends ou avant les week-ends, et où ces personnes se sont déplacées. Donc, on a trouvé anormal de les faire se déplacer, de ne pas mettre une astreinte pour l'état civil. Surtout, c'est uniquement lorsqu'il y a 3 jours consécutifs et un férié suivi d'un week-end ou des fériés avant le week-end, etc. Où on ne peut pas attendre dans la procédure funéraire et que la personne est obligée d'être là. Alors, le barème, c'est le barème légal par rapport aux astreintes, et je trouve que c'est plus juste par rapport aux personnes qui sont là, qui sont obligées de rester chez elles lorsqu'il va y avoir 2 ou 3 jours comme ça consécutifs où la mairie est fermée. Donc, est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Oui. Donc, vous nous apportez des précisions, mais dans le texte initial, on se demandait s'il y avait des périodes d'astreinte qui seraient donc indemnisées, ou alors s'il y aurait à la place des repos compensatoires qui seraient donnés à ces personnes-là qui seraient astreintes. Non, ce sera une astreinte qui sera rémunérée. Après, il n'y en a pas beaucoup dans l'année. Voilà. Ça va être des astreintes parce que cette année, on s'est retrouvés, et je peux vous dire que vous êtes mal, quand vous avez 4 jours comme ça, où il faut faire une déclaration, vous avez les pompes funèbres carrées, vous avez le corps, vous avez les familles qui sont derrière, il vous faut quelqu'un qui soit là. Donc la personne est venue. C'est quand vous avez 3 jours d'affilée où on ne peut pas attendre justement, et il faut avoir fait les donc, déclarations. Donc, occasionnel, ou alors désigné à l'avance. Oui, on regardera, bien sûr, il y aura une planification en fait. La question qu'on se posait, c'est est-ce que c'est sur l'année complète? Ah non, ça ne va pas être tout. Alors, effectivement, la lecture, quand j'ai relu la lecture, quand c'était l'article, je me dis, bon, ça laissait supposer qu'il allait y avoir une astreinte de toutes les semaines. Non. Ça va être une astreinte uniquement quand il va y avoir 3 jours d'affilée avec un férié et plus
fait le calcul sur l'année, ça représentait une semaine d'attente sur 52 semaines. Là, combien de fois ils sont venus? Je crois que ça a été deux fois. Oui, 3 ou 4 fois dans l'année. Ouais, 3 ou 4 fois dans l'année. Cette année. Oui, cette année. L'année dernière, on n'a pas eu de férié ni de pont comme ça. Parce que souvent, vous avez le week-end plus le pont. Le lundi est férié, le mardi, vous faites le pont, le mercredi est férié. Enfin, on a eu des trucs comme ça. On s'est retrouvé avec 4 jours sans personne et heureusement que la personne, on l'a appelée, elle était chez elle, elle est venue. Donc justement pour se border et ne pas avoir de problème particulier, on trouve logique de leur mettre une astreinte comme ça sur. Ça sera déjà dans le début d'année pour l'année en cours? Ça sera sur 2023. On va regarder, une fois que ça s'est voté, on va regarder par rapport et puis il y aura un calendrier qui sera fait et qui sera validé pour les deux personnes âgées. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À la majorité, à l'unanimité, je vous remercie. Donc, ensuite, le point numéro 14, c'est une convention d'adhésion au service de médecine professionnelle qui a été votée à l'unanimité au CA du CCS. Donc, ça fait plus d'1 an qu'on n'avait plus de médecins. On a cherché un prestataire. Il y a même plusieurs communes dans ce cas-là. Le centre de gestion a trouvé donc un médecin volontaire, c'est ça Martine? Et on va signer une convention. Alors il y a un médecin pour je ne sais combien de communes, il a dû travailler celui-ci. Donc désormais on va pouvoir renvoyer notre personnel à la médecine du travail. Donc, s'il n'y a pas de questions particulières, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, avant d'attaquer, il y avait une question orale qui sera posée par M. Jean-Pierre Saël. Dans les questions diverses, je voulais vous parler du SDEA. Vous savez qu'on a reporté. Voilà, je vais laisser la parole, Martine, si tu veux. Merci. Oui, effectivement, on voit la suite de la dernière fois et vous expliquer pourquoi on ne l'a pas remis à l'ordre du jour. Donc, dès le lendemain du dernier conseil municipal, Madame le maire a pris la tâche du directeur du SDEA et il se trouve que c'est quelqu'un qui arrive depuis 15 jours. Donc, la discussion a commencé, mais pour l'instant, nous ne sommes pas satisfaits par les réponses. Et donc, nous souhaitons une réunion en mairie pour bien poser des questions et bien poser le cadre de la discussion. Même si le SDEA nous a fait remonter un certain nombre de pistes d'économie qui nécessitent là aussi une discussion avec l'architecte notamment. Mais derrière votre question, ce n'était pas tellement ça, c'était effectivement pourquoi le SDEA applique le pourcentage sur quelque chose qui est contraignant pour eux, mais pour nous aussi, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre n'est à l'origine de cette augmentation. Or, dans la convention qu'on a passée avec le SDEA, effectivement, il y a, donc lorsque le maître d'ouvrage est à l'origine, effectivement, c'est pris en compte dans le cadre de l'augmentation du pourcentage, enfin le pourcentage qui s'applique. Lorsque c'est une augmentation qui est liée finalement au mandataire, dans ces cas-là, c'est lui qui prend à sa charge une partie de l'augmentation. Mais je pense que ça a été écrit à un moment où il n'y avait pas les augmentations de tarifs qu'on connaît actuellement. Et il y a quelque part un vide par rapport à cette question, et c'est ce sujet-là qu'on veut vraiment creuser avec lui. Et on souhaite effectivement une réunion avec le nouveau directeur. Donc, on lui a proposé
voilà, début janvier, je pense qu'on pourra vraiment mettre tout ça sur la table. Parce que... En attendant, on ne le propose pas. On suit en cela ce que vous aviez vous-même indiqué la dernière fois, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de réponse, on ne remettra pas à l'ordre du jour du conseil municipal. Alors, on n'a pas voulu non plus se précipiter là-dessus, hein. C'est ce que j'ai expliqué à M. Locatelli, hein, le nouveau président. Le nouveau président, le tableau qu'il nous a envoyé ne nous convenait pas particulièrement. Et donc, on ne va pas traiter ça par-dessus la jambe, hein. Donc on va se donner le temps de la réflexion et puis on analysera en janvier, donc on vous tiendra au courant au prochain conseil municipal du l'année. Donc, M. Saez, c'est à vous. Donc, la question qui est posée concerne les comités de quartier. Le règlement intérieur du conseil municipal réglemente à son article 5 la création, la composition et le fonctionnement des comités de quartier. Ceux-ci ont été lancés il y a un peu plus d'un an, donc fin 2021. L'article 5 prévoit également qu'à l'issue de la première année, une évaluation du dispositif sera menée par les comités et les élus du conseil municipal. Aussi, nous souhaitons disposer des éléments nécessaires à cette évaluation. Nombre de comités de quartier actifs, nombre effectif de membres pour chacun de ces comités. Il était prévu entre 6 et 10 personnes par comité, donc savoir si combien de personnes sont élues ou désignées. Nombre des référents de chacun des quartiers. Pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un équilibre entre hommes et femmes au niveau de ces commissions? Nombre de réunions de chacun des comités de quartier. Et quelles sont, si vous avez un retour, les thématiques abordées aujourd'hui? Alors, M. Saez, je ne sais pas, vous ne lisez pas l'écritoire. Je vais faire des interrogations écrites. Page 23, regardez dans la petite boule rouge. Donc, fil rouge, pareil pour les habitants des comités de quartier. Donc, on vous donne tous les noms des responsables de ceux qui avaient été créés d'avril à juin 2021. Mais, donc, les comités de quartier ont été lancés en 2021 et se sont mis en place durant les mois qui ont suivi selon les besoins des quartiers. La volonté de la municipalité est d'associer les habitants aux questions d'intérêt général qui les concernent directement, ce qui amène à aborder de nombreux sujets très variés, que ce soit en termes de sécurité, d'urbanisme, de travaux, d'animation de projets. Prenant la question de la démocratie participative très au sérieux en faisant participer les citoyens, nous sommes ravis aujourd'hui de compter 5 comités de quartier sur la ville, donnant les moyens à la population d'exprimer sa parole et de participer à la vie locale. Un point d'étape a été apporté à la population dans l'écritoire numéro 8. Donc, concernant le comité Ville Basse et Ville Haute, en élu référent Ville Basse Pierre Saffort, en référent Ville Haute François Auxerre, et Ville Basse et Ville Haute, alors les responsables des comités de quartier, je dirais si je me trompe, il y a en référent M. Perrenot, M. Guideg, M. Emery, M. Perrier et Mme Béliveau. Ouf, nous avons une femme. Donc, après nous, dans le règlement intérieur, ce sont des propositions et on souhaite la parité, on souhaite le nombre de personnes. Après, on ne peut pas obliger les gens à adhérer à un comité de quartier, on ne peut pas obliger à avoir moitié homme, moitié femme, mais je veux dire là, bon, c'est un comité qui est celui-là qui est très actif. 7 février, première réunion, 9 juin, deuxième réunion, 17 juillet, transmission de 11 fiches navettes par le comité, le 21 septembre en réponse aux fiches navettes, le 25-11 transmission de 3 autres fiches navettes par le comité. Les thématiques abordées, trafic de drogue, sécurité routière, régler les problèmes de stationnement de longue date, sécurisation montée de l'abri, cadre de vie, embellissement du quartier, gestion du lierre, végétalisation place Saint-Jean, entretien des voiries, trous sur la chaussée, ramassage des feuilles, débroussaillage, pose de panneaux, défense incendie et la fibre. Ça, c'est pour ce comité de quartier. De Émieux à Verchahus, donc élu référent Véronique Larmande et Marie-Christine Combier, avec comme référent M. Delcambre et Mme Aligier.
Donc, activité le 9 février, première réunion, le 23/11/2022, transmission de 4 fiches navettes. Thématique abordée, cadre de vie, entretien, élagage, entretien des fossés, trottoirs, sécurité routière, manque de visibilité à carrefour, borne à incendie et la fibre. Rive droite de l'Escoutaille, Martine Riffa-Walker avec Marie-Pierre Chex, référent M. Laurent et M. Purchat. 15 février, première réunion, 16 mai, deuxième réunion, 7 juin, transmission de 3 fiches navettes, 21 septembre, réponse aux fiches navettes. Donc, thématique abordée, voirie, cadre de vie, planning d'entretien des services techniques, gestion de l'entretien des ponts, panneaux de signalisation des parkings. Et cité du barrage, référent Marie-Pierre Chex, Hélène Fermenja, responsable donc M. Benoît et M. Godard, donc 2 juin, première réunion, 2 juin, transmission des demandes. Sécurité routière, vitesse sur la route nationale, cadre de vie, coupe d'un arbre, création d'un boulevard, marquage au sol de laisser-passer. Rive gauche de l'Escoutaille, élu référent Frédéric Le Breton. Alors là, vous avez Madame Dubois, Monsieur Alibert, Monsieur et Madame Boabdallah et Madame Rifa et Monsieur Gomez. Ça, c'est le plus gros des comités. Donc, première réunion le 20/11/2022, transmission des demandes le 20/11/2022, demande de curage des fossés suite aux inondations, cadre de vie, planning de nettoyage de la place, aménagement rébus, placette, éclairage public, sécurité routière, mettre en place plus de contrôle, voirie, création de places handicapées, déplacement par vitesse. Donc, les invitations sont à l'initiative des présidents des comités de quartier. La participation des habitants des 10 quartiers est libre et différente d'une réunion à l'autre et des animateurs d'un à l'autre. Les comptes rendus et fiches navettes sont rédigés par les présidents des comités de quartier et transmis à l'élu référent. Et les fiches navettes font l'objet d'une analyse et d'une préconisation au niveau du maire et en bureau municipal. Est-ce que j'ai pu répondre à toutes vos questions? Une dernière question, on aura accès à tout ça? Nous, en tant que comité. C'est-à-dire le tableau. Question-réponse, fiche navette qui partent et les réponses qui sont faites. Après, il n'y a pas de secret là-dessus. Non, c'est pas piège, savoir si on pourra avoir accès. Voilà. Il n'y a aucun secret là-dessus. Et puis après, je veux dire, c'est en fonction, parce qu'on a des demandes qui sont fantaisistes. Et puis on a des demandes qui sont plus réalistes. Non, là j'ai entendu des demandes qui ne sont pas fantaisistes, a priori, parce que j'ai entendu. Oui. Qui ne relèvent pas de notre compétence. Voilà. Et puis d'autres qui ne relèvent pas de notre compétence aussi, qu'on oriente, qu'on traite quand même le dossier. On ne botte pas en touche, bien entendu. Parce que ce qui intéresse un quartier peut aussi intéresser un autre quartier. Exactement. Peut-être que cet autre quartier n'a pas pensé à. Exactement. Voilà. Alors après, 5 comités de quartier qui sont les prémices, hein, donc, mais j'espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'il y a des quartiers qui ne sont pas du tout représentés. Mais ça sera dit, il y en a d'autres. Donc ça commence à être bien. Pas de soucis. Donc l'ordre du jour étant épuisé, et étant donné que c'est le dernier conseil municipal de l'année, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, en famille, entre amis. Tout le monde revient en forme. Vous pouvez d'ores et déjà noter qu'il y aura les vœux de la municipalité qui seront le samedi 21 janvier à 18h au centre culturel Johnny Hallyday. Ah, ça a changé, c'est le 21. C'est le 21, madame.